Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce troisième webinaire dédié aux entreprises étrangères, organisé par la région Pays de la Loire avec son agence Solutions Éco. Cette séquence pour la troisième fois, qui est, comme vous pouvez le voir, destinée à faire un tour des prospectives pour des perspectives des perspectives économiques pour l'année 2025. Cette séquence est enregistrée afin de permettre à ceux qui se sont inscrits, qui n'ont pas pu se libérer ce matin, de pouvoir bénéficier des informations que nous allons partager, puis également de vos réactions, vos questions, vos interventions. Vos interventions, d'ailleurs, je vous invite à poser les questions. Donc, vous avez une petite icône questions-réponses en haut à gauche. Posez les questions, nous y répondrons tous ensemble à la fin de la séquence. Voilà. Donc la séquence se terminera à 9 heures, mais sans plus attendre, je vais passer la parole à Richard Thirier, qui nous a rejoint, qui est le conseiller régional délégué à l'industrie et également référent pour les entreprises à capitaux étrangers. Il tenait donc à faire cette séquence, cette ouverture. Je vais lui passer directement la parole. Richard, C'est si tu bon veux pour moi. intervenir, c'est bon. Bon, merci Merci. Christian. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui, c'est bien. Ok. Donc bonjour à tous. Merci de votre mobilisation comme ça. Donc le matin dès 8 heures, c'était bien et important pour chacun de vous pour votre journée de travail. Bon, moi je suis dans une condition particulière puisque je suis en voiture. Je me suis tout de même arrêté, mais je tenais à être présent pour pouvoir ouvrir cette session. C'est la troisième. Donc merci au cabinet Exerfi de pouvoir l'animer et puis aussi à Solutions Éco. Bon, on va pas se le dire différemment, on est quand même dans un environnement d'incertitude. L'actualité du jour le confirme à nouveau. Donc c'est vrai que pour vos entreprises, et moi-même étant chef d'entreprise, pour nos entreprises, c'est quand même pas très facile à piloter. Donc j'espère que ce que vous allez entendre aujourd'hui va vous donner quelques pistes pour 2025. Un petit clin d'œil à ceux qui étaient d'ailleurs là au Vendée Globe que je remercie. Nos marins sont descendus dans les mers du Sud. Ils affrontent des mers un peu difficiles et je crains que l'année 2025 soit aussi complexe pour les entreprises. Donc, je trouve ça intéressant de pouvoir avoir voilà, quelques indicateurs et se rendre compte de ce qui se passe à la fois au niveau mondial, puisque ça va se jouer en deux temps, cette conférence, mais aussi au niveau des Pays de la Loire. Donc, j'en dirai pas beaucoup plus. Je salue aussi ceux qui nous visionneront plus tard. Et je vais laisser donc la parole à la fois, donc je vais citer à Jérémy Robiol, de Xerfi spécifique, pour faire une prospective et nous parler justement des perspectives internationales à venir. Et puis évidemment, puisque ici on est sur les entreprises à capitaux étrangers des Pays de la Loire, je remercie aussi Virginie Guigaud-Geffroy de Solutions Éco pour son focus sur les Pays de la Loire. Donc je vous souhaite un très bon séminaire d'une heure, efficace et au service de nos entreprises. Et puis je rappelle juste l'ambition de la région Pays de la Loire pour l'économie, mais plus largement, servir nos emplois, la jeunesse et la transition écologique. Bon séminaire à tous et désolé de ne pas rester avec vous. Merci. Merci Richard. Très bonne journée. Au revoir. Jérémy? C'est parti. Alors, je vais partager mon écran. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien en ce début de matinée. Tac. Vous me dites si vous voyez correctement mon écran s'afficher. Alors C'est bon. on rentre très vite dans le vif du sujet puisque on a beaucoup de choses à se dire ce matin. Je suis ravi d'être avec vous, notamment pour vous éclairer sur la séquence, les séquences qu'on a pu connaître là ces derniers jours, ces dernières années. Au sommaire de cette intervention, dans un premier temps, un cadrage macroéconomique et notamment vous expliquer où on en est côté perspective mondiale et européenne.
Un focus ensuite sur la France. On va se poser la question si la récession est inévitable, notamment compte tenu des dernières heures. Et enfin, quelques éclairages sectoriels, notamment axés sur quelques industries pour terminer cette présentation. Donc une première partie consacrée au ralentissement de l'économie mondiale. Pour celles et ceux qui étaient présents l'année dernière à l'occasion de ce webinaire, j'allais dire le scénario qu'on avait présenté est plutôt celui qui s'est déroulé, c'est-à-dire euh, une, euh, une, une économie mondiale plutôt au ralenti, avec globalement une perte d'environ 1 point de PIB mondial par rapport à son potentiel de long terme, hein, qu'on situe plutôt autour de 3,5%. Donc la crise énergétique, la crise inflationniste qui s'en est suivie, a des effets encore très importants sur l'économie mondiale, et notamment cette politique monétaire restrictive qu'on constate dans la plupart des économies occidentales aujourd'hui érode le PIB d'environ 1 point. Donc on a une prévision, notamment pour 2025, autour de 2,6%, avec évidemment une hétérogénéité assez forte selon les zones. On va y revenir. Côté américain, on s'est trompé. On s'est trompé, on a le droit de le dire. On s'est trompé comme la plupart des économistes, j'allais dire, puisque on s'attendait à un ralentissement assez fort sur 2024. Et on est très loin de la réalité, puisque on peut quasiment parler de miracle pour les États-Unis dans une économie pourtant au sein de laquelle les taux d'intérêt directeurs de la Fed ont eu quand même un impact. Les États-Unis ont réussi à créer 2,7% de croissance, enfin auront réussi à la fin de l'année 2024 à créer 2,7% de croissance. Alors certes, les aides publiques et notamment le plan Biden pour l'industrie et pour la relance de la consommation domestique a joué à plein, évidemment. Mais pas seulement. Pas seulement, on constate que les principaux fondamentaux de l'économie américaine reste plutôt bon sur 2024, avec en plus des créations d'emplois. Forcément, une fois qu'on a dit ça, le ralentissement est reporté sur 2025. Donc on s'attend à un ralentissement assez important, autour de 1,9% pour 2025. Euh, L'arrivée de Donald Trump au pouvoir en janvier 2025 aura, selon nous en tout cas, absolument aucune incidence économique, en tout cas, sur l'économie américaine. Alors, ça devrait favoriser l'industrie locale. Compte tenu des mesures protectionnistes qui vont être mises en place, ou en tout cas qui sont annoncées. Néanmoins, euh, ça ne devrait pas avoir une incidence trop importante, a priori, sur l'économie américaine. Côté Chine, alors ne regardez surtout pas le graphique, puisque les données que je vous présente sont évidemment fausses. Non, je dis ça de façon un peu provocatrice. Forcément, quand on fait des prévisions sur l'économie chinoise, on se base évidemment partiellement en tout cas sur les données officielles. Et donc les données officielles, il faut évidemment s'en méfier. Ce qui est à retenir néanmoins, c'est le ralentissement. Le ralentissement, il est absolument certain. Et aujourd'hui, nous, en tout cas d'après nos estimations, la croissance de l'économie chinoise se situe plutôt autour de 2% à l'heure actuelle, ce qui est évidemment très faible pour une économie encore considérée comme une économie de rattrapage et comme une économie émergente.
Il y a deux critères qui nous font dire que le PIB chinois progresse de façon aussi faible aujourd'hui. C'est le marché de l'immobilier. Le marché de l'immobilier est en crise à l'heure actuelle en Chine et je vais revenir dessus. Et le deuxième critère sont les ventes automobiles. En général, ce sont les deux signaux qu'on regarde, nous, en priorité chez Xerfi, pour justement identifier les fondamentaux de l'économie chinoise. Et ces deux fondamentaux-là sont mauvais. Ça fait 2 ans maintenant que les ventes d'automobiles en Chine se replient et se replient de façon très forte. Quelles sont les raisons de cet essoufflement? Alors, elles sont plurielles. Je vais peut-être mettre la focale sur deux, trois d'entre elles. Le premier point, c'est le vieillissement de la population. On a un nombre d'actifs aujourd'hui en Chine qui tente à se stabiliser, voire à se réduire. Et on a une part de la population des 50 ans et plus qui ne cesse d'augmenter et qui augmente de façon très forte. Alors forcément, la Chine paye un tout petit peu, et beaucoup sans doute, la politique de l'enfant unique, sur laquelle d'ailleurs elle est revenue, mais pour autant, il y a des effets de latence forcément, des effets de latence démographique qui sont observés. Le deuxième point, et sur lequel je veux absolument revenir, c'est la panne de l'immobilier construction. On le constate, il y a beaucoup de promoteurs immobiliers aujourd'hui en Chine qui sont en train de faire défaut. Alors certes, il y a eu un gros promoteur qui s'appelle Evergrande, dont on a beaucoup parlé, qui a fait défaut au cours de l'année 2024, mais c'est pas le seul. Evergrande, on en a beaucoup parlé parce que beaucoup de banques, notamment les banques chinoises, mais aussi certaines banques européennes, avaient des positions assez marquées chez Evergrande. Donc évidemment, ça a fait les gros titres. Mais pour autant, il y a aussi d'autres promoteurs un peu plus petits qui sont en très grande difficulté à l'heure actuelle. Donc, une bulle en ce moment qui est en train d'éclater en Chine sur l'immobilier construction. Les deux graphiques que je vous présente ici illustrent uniquement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire une part des actifs à gauche qui tente à se réduire, et de l'autre, la part des 50-60 ans, c'est-à-dire les classes d'âge en tout cas qui vont arriver en retraite dans les années qui viennent, qui augmentent et qui augmentent de façon absolument massive. Alors, quelles conséquences attendre du ralentissement de l'économie chinoise? Deux effets négatifs. Le premier effet, c'est pour nos entreprises exportatrices, notamment celles qui exportent en Chine, moins de débouchés forcément pour les exportateurs et notamment pour les exportations françaises en Chine, mais pas seulement. Et le deuxième point important à retenir, c'est qu'en général, quand l'économie chinoise est en perte de vitesse, les entreprises chinoises viennent concurrencer de façon très forte les producteurs locaux et notamment les producteurs européens et en particulier allemands, avec en plus des logiques de pricing qui sont autrement plus offensives que celles qu'on peut avoir en Europe. Et donc forcément, si en plus vous rajoutez à cela les dégâts collatéraux que risque de causer inévitablement et de façon un peu indirecte la politique de Donald Trump, forcément, ça aura une incidence assez forte sur l'économie européenne. L'économie européenne, parlons-en. L'économie européenne fait du surplace. Euh, Zone euro, on va terminer l'année à 0,8% de croissance. Très léger mieux sur l'an prochain. Pour information, et c'est la slide suivante, l'économie allemande va finir en récession cette année sur l'ensemble de l'année. Alors, en général, on aime bien se comparer à l'Allemagne quand l'Allemagne va bien. C'est pas forcément le cas quand l'Allemagne va mal. Il faut aussi le dire. On va faire beaucoup mieux que l'Allemagne pour la troisième année consécutive. Donc, il faut aussi le dire quand on surperforme. Alors, c'est des surperformances qui sont assez faibles, certes, mais il faut quand même pouvoir le justifier.
Point intéressant à noter, c'est l'Espagne. Alors, je ne sais pas s'il y a des entreprises qui nous écoutent aujourd'hui, qui ont des positions en Espagne. Si c'est le cas, c'est un marché qui est très dynamique en ce moment. Et depuis maintenant plusieurs années. Plusieurs raisons à cela. La première, c'est que l'économie espagnole est encore en rattrapage de l'effet Covid. Contrairement à ce qu'on peut connaître chez nous et en Allemagne, l'économie espagnole en 2020 a beaucoup plus souffert que d'autres économies avec des baisses de PIB supérieures à 10%. euh, et une économie espagnole qui est très concentrée sur le tourisme, puisque quasiment 1 euro sur 4 de PIB en Espagne est généré grâce au tourisme. Donc forcément, pendant la période Covid, il y a eu des effets beaucoup plus importants que ce qu'on a pu connaître chez nous ou en Allemagne. Donc encore des effets de rattrapage. Et l'autre point qui est un peu moins flatteur pour l'Espagne, c'est que, à l'image de la France, l'Espagne est une économie beaucoup plus servicielle que ne peut l'être l'Allemagne ou que ne peut l'être l'Italie. Et donc, a fortiori, comme on est dans une crise énergétique, inflationniste, une crise de l'industrie, bah forcément les services s'en sortent un peu mieux. Et donc, a fortiori, bah, les pays qui sont un peu plus désindustrialisés que les autres, c'est-à-dire l'Espagne et la France en particulier, bah, s'en sortent un tout petit peu mieux que l'Allemagne ou l'Italie en ce moment. Ça risque de s'inverser, en tout cas pour l'Allemagne, ça risque de s'inverser en 2025. L'économie allemande devrait aller un peu mieux, mais comme vous avez dû le voir passer dans la presse, vous avez quand même un certain nombre de gros acteurs industriels qui sont en difficulté en ce moment. Je pense notamment à Volkswagen, dont on parle beaucoup évidemment à l'heure actuelle. Côté taux de change euro-dollar, 2 points à retenir. Alors, d'une part, l'euro devrait fortement se déprécier par rapport au dollar en 2025, passer de 0,9 dollars en moyenne annuelle à 1,06 dollars pour 1 euro. Donc une baisse probable de 2,6%. Euh, ce qu'il faut bien retenir, c'est que la politique de la Banque centrale européenne est un tout petit peu en avance par rapport à la Fed. Donc ça devrait reporter les investissements et notamment le capital plutôt avec une rémunération plus forte du capital aux États-Unis. L'autre point aussi à retenir, c'est que forcément, comme l'économie américaine produit plus de croissance à l'heure actuelle, et depuis longtemps maintenant que l'économie européenne, bah forcément il y a des effets de report et si vous ajoutez à cela le dollar comme valeur refuge en temps de crise, bah, vous avez le scénario que je décris en ce moment. Ce qui est important à noter dans le cadre de ce scénario de dépréciation de l'euro vis-à-vis du dollar, c'est que bah, nos entreprises exportatrices devraient être un tout petit peu plus compétitives sur les marchés export. On dit en général qu'en dessous de 1,10 dollars pour 1 euro, nos entreprises gagnent des parts de marché à l'export ou en tout cas sont un peu plus compétitives. Le point moins positif, c'est que bah, on devrait réimporter de l'inflation, puisque vous le savez, les matières premières sont libellées en dollars, et a fortiori, bah, si l'euro se déprécie, bah, ça veut dire qu'on paiera un peu plus cher nos matières premières. Sans transition, les matières premières, justement, que vous dire? Premièrement, c'est que l'année 2023 a été une année de forte baisse généralisée sur les cours des matières premières. Depuis la fin de 2023, la volatilité des cours est assez élevée, notamment du côté des métaux industriels et du pétrole. On a une accalmie qui a été observée depuis mai-juin, aussi bien du côté du pétrole que des métaux. Ce qui est aussi rassurant, c'est que les cours européens du gaz et de l'électricité, notamment sur le marché de gros, qui sont fortement corrélés, ont affiché des baisses de l'ordre de 60-70% en 2023 et ont continué à baisser en moyenne annuelle en 2024 à un rythme cette fois un peu plus modéré.
Les cours devraient se stabiliser ou afficher des hausses modérées en 2025-2026 en moyenne annuelle, mais resteront en deçà des pics qu'on avait atteints en 2021-2022, même si on les compare à leur niveau d'avant-crise sanitaire, ils resteront à des niveaux très élevés. C'est-à-dire que il peut y avoir une baisse, mais pour autant, cette baisse ne permet pas de retrouver des niveaux qu'on avait connus ces dernières années, et notamment avant la crise Covid. Vous le voyez, je vous ai présenté ici l'écart entre le niveau moyen des cours en 2024 et le niveau moyen des cours sur la période 2015-2019. Le gaz, on reste à des niveaux supérieurs à 80% par rapport à ce qu'on connaissait auparavant. Donc les entreprises continuent à acheter du gaz et à payer le gaz extrêmement cher à l'heure actuelle par rapport à ce qu'on pouvait avoir par le passé. Je ne vais pas faire toutes les matières premières, mais le cuivre, le nickel, le pétrole sont supérieurs à 40% également. Donc une période d'accalmie, je vous ai mis ici l'indice GSCI qui est le panier moyen des matières premières et notamment des métaux industriels d'un côté et des matières premières agricoles. Vous le voyez par rapport au pic de 2022, on en est évidemment très loin. Mais pour autant, on reste à des niveaux qui sont encore évidemment très élevés. Ça confirme ce que je disais. Côté pétrole, le marché mondial a été temporairement en situation de déficit d'offres sur l'année 2024, ce qui explique pourquoi bah, les cours se maintiennent plutôt dans un corridor entre 80 et 85 dollars le baril. Ça aura tendance à légèrement baisser en 2025. Alors pourquoi est-ce que les cours restent à des niveaux élevés? Bah, d'une part parce qu'il y a des coupes massives dans la production de l'OPEP+, hein, tous les pays de l'OPEP continuent, plus la Russie, continue à faire des coupes pour créer une espèce de déficit d'offres un peu artificiel et donc notamment augmenter les prix. Et je rappelle aussi que les États-Unis, un pétrole élevé, contrairement à ce que nous disent les gouvernants, un pétrole élevé, ça leur va très très bien. Ça leur va très très bien. Je rappelle qu'aujourd'hui, le premier producteur de pétrole, c'est les États-Unis, et que les exploitants pétroliers américains euh, atteignent un point mort à partir de 80 dollars le baril. Donc au-dessus de 80 dollars, ces exploitants pétroliers gagnent de l'argent. Donc le graphique j'allais dire, illustre ce que je viens de dire. Une baisse de 20% du pétrole par rapport à 2022, mais un corridor encore compris entre 80 et 85 dollars. Ça restera le cas. Et à ça, vous rajoutez évidemment un premium prix sur 2025 par rapport à la dépréciation de l'euro vis-à-vis du dollar. Côté gaz, on a une stabilisation au-dessus des 10 dollars par million de British Thermal Unit, donc qui est l'unité de référence pour le gaz. On est les seuls hein, aujourd'hui avec le Japon en Europe à payer le gaz aussi cher. Et on va continuer à le payer cher, hein, puisque vous le voyez, on s'attend même à un tout petit rebond sur 2025, un rebond supérieur à 11 dollars par million de British Thermal Unit. Je rappelle que même si bah, en France, on a essayé de diversifier nos sources d'approvisionnement en s'approvisionnant notamment et de plus en plus auprès de la Norvège, auprès des Émirats arabes unis, du Qatar, bah, on reste évidemment très dépendant du gaz naturel et du cours européen qui évidemment reste volatile compte tenu de ce qui se passe en Ukraine et en Russie. Si on passe maintenant à la partie 2, vous le voyez, la photo n'augure rien de bon, de la pluie, des parapluies au-dessus de la tour Eiffel. La récession est-elle inévitable? Alors, j'insiste là-dessus, ce que je vous présente aujourd'hui n'intègre pas
à ce stade l'impact que pourrait avoir une éventuelle, mais très probable, censure du gouvernement. Les slides étaient déjà terminés avant les dernières heures, donc pardonnez-moi. J'essaierai quand même de décrypter un peu ce qui pourrait se passer, évidemment, compte tenu de la situation actuelle. D'abord et avant tout, une mauvaise surprise. La mauvaise surprise, c'est ce déficit abyssal dont on nous parle maintenant depuis quelques mois. Vous le voyez, je vous ai présenté ici l'estimation du déficit public pour 2024 avec j'allais dire, une très forte reprise de ce déficit. On est passé de moins 4,4% du PIB à moins 6,2% d'après la dernière estimation. C'est un delta de plus de 50 milliards d'euros supplémentaires et à aller chercher, hein, normalement pour 2025. Et le budget Barnier initial devait normalement permettre justement de réduire un tout petit peu ce déficit et probablement pas complètement. Euh, je vous ai présenté ici les taux des obligations d'État à 10 ans, juste pour rappeler que, en général, les marchés financiers punissent beaucoup plus vite que les agences de notation. Les agences de notation, euh, aujourd'hui, ont un peu des œillères, ferment les yeux sur la situation de la France et sur la situation du déficit. Alors certes, euh, euh, nous menacent de façon un peu voilée en nous disant que bah, les notes pourraient se dégrader dans les prochains mois, prochaines années. C'est très probable d'ailleurs. Je rappelle qu'aujourd'hui, on paye plus cher nos obligations qu'un pays comme l'Espagne. On a atteint des niveaux de taux d'intérêt comparables à ceux de la Grèce à l'heure actuelle. Alors, certes, c'est pas la Grèce d'il y a 15 ans, mais pour autant, euh, qu'un, sans jugement de valeur de ma part, qu'un petit pays comme la Grèce se rémunère aussi mal que la France aujourd'hui, ça nous pose clairement question. Et si la situation politique devait se dégrader encore davantage, il est très probable que les obligations d'État soient payées encore plus cher que ce qu'on les paye aujourd'hui et que les écarts par rapport à l'Allemagne, hein, les fameux spreads de taux d'intérêt, devraient se renforcer et se durcir dans les prochains mois. La petite incertitude qu'on a à l'heure actuelle, bah, au-delà de la situation politique, la petite incertitude, c'est le calendrier d'abaissement des taux par la Banque centrale européenne. On s'attend de façon très probable à ce que la BCE continue de façon progressive la baisse des taux directeurs. Aujourd'hui, ils sont à 3,5%. Ils étaient à 4,25 en juin 2024. Donc, ils ont été abaissés de 0,75 points depuis quasiment 6 mois. On pense qu'ils devraient baisser sur l'année 2025 d'environ 1 point. Et ça devrait normalement se diffuser au crédit immobilier. C'est déjà le cas en ce moment. Et donc, normalement, et après je nuancerai, normalement, le secteur de la construction et de l'immobilier devrait repartir. De toutes les manières, on a touché le fond, donc ça ne peut pas être pire. Côté croissance, un scénario de croissance assez faible. J'insiste sur le fait que ce 0,7% pour 2025, il n'intègre pas le scénario de censure et l'impact que ça pourrait avoir sur le budget de l'État, sur les entreprises, sur la consommation. Il est très probable que si la censure était votée, et il est probable qu'elle le soit, on soit pas très loin de la récession sur 2025. Hein. J'insiste là-dessus. Il y avait des mesures dans le budget 2025 sur la consommation des ménages, sur les retraites, sur les revalorisations des salaires qui ne sont pas dans le budget 2024. Et j'insiste là-dessus, si la censure devait être votée, on retournerait au budget 2024. De la même façon, dans le bâtiment,
qui a déjà fortement souffert ces derniers mois. Il y avait des initiatives qui étaient portées par le gouvernement et notamment un prêt à taux zéro sous condition qui devait être voté. Il ne sera pas dans le budget 2025 si il devait y avoir censure. À côté de ça, bien entendu, il y avait beaucoup de fiscalité qui était portée par les entreprises. Je pense notamment à la réduction des allègements de charges sur les bas salaires. Je pense à certaines fiscalités, notamment sur les boissons et sur les produits sucrés, qui ne devraient pas passer dans le budget 2025 si la censure devait passer. Donc il y aura des gagnants, il y aura des perdants, mais globalement la France sera perdante quoi qu'il arrive si la censure devait passer. Côté inflation, alors là on s'est un peu trompé par rapport à l'an dernier. Si vous nous avez suivis l'an dernier, on avait prévu une inflation pour 2024 à 2,5%. Alors on avait vu ce ralentissement, mais néanmoins on pensait que le ralentissement allait être moins rapide. Donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle, et c'est plutôt la bonne nouvelle notamment pour le pouvoir d'achat des ménages, puisque je le rappelle, le pouvoir d'achat intègre l'inflation dedans. Et le pouvoir d'achat par unité de consommation, de facto, a été plus important que ce qu'on avait imaginé. Donc, à, à booster un tout petit peu la croissance, puisque la consommation des ménages a été un peu meilleure sur 2024 que ce qu'on avait pu imaginer. Il est rare qu'on soit plus pessimiste que le consensus des économistes, mais c'était le cas l'an dernier. On pensait plutôt la- que l'année 2024 serait plus difficile et que, j'allais dire, les difficultés seraient lissées sur 2024-2025. Les difficultés seront vraiment concentrées sur 2025. Sont vraiment concentrées sur 2025. Alors, certes, l'inflation ralentira encore sur 2025, mais pour autant, euh, je le rappelle, la situation économique et financière des ménages aujourd'hui, c'est 2 années de forte inflation, 2022-2023, donc quasiment 10% d'inflation. On sort de quasiment 10% d'inflation sur les 2 années que je viens de citer. 2024, le retour du chômage avec un retournement du marché du travail, des comportements d'épargne qui sont très importants. J'insiste là-dessus, il y a des notes de la part de la Banque de France qui sortent, qui nous disent que le surplus d'épargne financière des ménages aujourd'hui, c'est quasiment 300 milliards d'euros. Donc nous, on pensait un peu naïvement que ce surplus d'épargne, il allait être réinjecté dans l'économie. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et a fortiori, des arbitrages défavorables de la part des ménages, en particulier sur les postes plaisir. Je pense notamment à la restauration, je pense notamment à l'hôtellerie, je pense aussi à la consommation alimentaire et notamment aux produits dits plaisir. Enfin, voilà, tous ces postes sont coupés en ce moment par les ménages et notamment par les ménages dont les revenus sont contraints à l'heure actuelle. Dès lors, même si en 2024, le pouvoir d'achat a été un peu meilleur que ce qu'on avait imaginé, on restera en 2025 à des niveaux qui sont assez faibles, en tout cas trop faibles pour que ça ait une incidence sur la consommation et sur le PIB. Et d'ailleurs, un graphique que j'aime bien, ce sont les tensions budgétaires sur les ménages et notamment la part d'un côté des dépenses préengagées versus les dépenses qu'on appelle arbitrables. Les dépenses préengagées, c'est tout ce qui a trait au loyer, à l'électricité, au gaz, voilà, toutes les dépenses énergétiques. Et à ça, vous rajoutez aussi les dépenses d'abonnement et notamment les dépenses d'assurance, assurance automobile, assurance du logement. Et donc ces dépenses-là ont plutôt eu tendance à progresser en part du revenu disponible pour représenter désormais 45% du revenu disponible brut des ménages, alors qu'il était de moins 40, enfin, il était de moins de 40% au début des années 2000. Donc forcément, ça a une incidence évidente sur les comportements des ménages et sur les tendances qu'on peut observer en matière de consommation. Consommation qui, comme je le disais, sera assez faible puisque la méfiance des ménages persiste et les taux d'épargne plafonnent
à l'heure actuelle. Euh, Ça rejoint, hein, ce que je vous disais. À gauche, un solde d'opinion sur l'opportunité pour les ménages d'épargner dans les prochains mois. On reste au-dessus de la moyenne de long terme, hein, et même très au-dessus. Et de l'autre, à droite, le taux d'épargne financière en pourcentage du revenu disponible brut qui est supérieur aujourd'hui à 8%. Alors, très loin, certes, du pic qu'on a pu atteindre autour de 2020-2021. Mais je le rappelle, la moyenne sur les 70 dernières années se situe plutôt autour de 4%. On est au double à l'heure actuelle. Donc ça signifie bien qu'en ce moment, les ménages préfèrent plutôt épargner que d'investir, et notamment d'investir dans des produits qui sont chers. L'automobile est en difficulté, l'électroménager, enfin évidemment peu d'investissement en la matière, sauf investissement de contrainte. Évidemment, si votre machine à laver tombe en panne ou ne fonctionne plus, bah oui, vous allez renouveler votre équipement. Mais en tout cas, quand il n'y a pas de besoin de renouvellement à court terme, bah, les ménages préfèrent plutôt reporter ce type d'investissement en ce moment. Et donc là, je vous ai présenté le nombre de défaillances et Virginie en parlera tout à l'heure aussi avec un focus sur les pays de la Loire. On a eu les données d'Altares qui sont sorties là il y a 2 semaines. Sur les 12 derniers mois, on était à 66 000 défaillances sur un an glissant. C'est 6 000, enfin, c'est quasiment 10% de plus que la moyenne des 10 à 15 dernières années. Je mets à part, évidemment, cette parenthèse enchantée, au moins sur les défaillances en 2020-2021, et qui était évidemment totalement artificielle, puisque bah, avec des effets de report très importants et des PGE et des aides de l'État qui, justement, permettaient aux entreprises d'avoir un peu de respiration. C'est pas le cas en ce moment. Et ce qui nous alerte aussi, c'est évidemment, d'abord, on restera à des niveaux sur 2025 qui seront assez élevés, très probablement au-dessus des 60 000 défaillances sur 2025. Ce qui nous alerte aussi, c'est que même les ETI et les grands groupes sont concernés. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'ETI en ce moment qui sont en redressement ou en liquidation judiciaire. Donc alerte de ce côté-là. Ce qui est important aussi à noter, c'est que tous les secteurs sont touchés. Il n'y a que l'intensité finalement qui varie. Sans grande surprise, l'immobilier et si vous rajoutez à ça la construction font partie du top 5 des défaillances. À ça, vous pouvez rajouter le transport et l'entreposage. Très en difficulté en ce moment, ce secteur-là, plutôt côté transport que entreposage d'ailleurs, puisque dans l'entreposage, les investissements continuent à, à- à se faire. Euh, voilà, beaucoup de défaillances en ce moment. Et ça commence en plus à avoir des effets sur nos banques, puisque je vous ai mis ici l'encours des crédits bancaires des entreprises défaillantes versus l'encours total des crédits bancaires aux entreprises. Alors, vous allez dire, c'est moins de 1% aujourd'hui, mais pour autant, on revient à des niveaux qu'on avait pu connaître en 2009, je le rappelle, crise financière. On n'est pas très loin des fondamentaux de l'économie française qu'on avait pu connaître à cette période-là. Ça vous dit un peu j'allais dire la noirceur qu'on peut connaître en ce moment. Et d'ailleurs, je vous ai mis ici la carte qui est sortie des Échos sur les emplois menacés par les fermetures et les redressements judiciaires. Cette carte fait un peu peur, avec en plus des sites qui sont emblématiques, hein. Je pense à Michelin dans les pays de la Loire et en Bretagne. Je pense aussi à la région Aura avec le site de Valeo. Voilà, beaucoup de sites automobiles ou en lien avec l'automobile qui sont en ce moment en difficulté. Si on passe maintenant, pour terminer, et de façon assez rapide, à un éclairage sectoriel pour savoir comment va se porter l'industrie dans les prochains mois,
Premier point à retenir, c'est que le climat des affaires est en dessous de sa moyenne depuis maintenant 6 mois et le restera de façon très probable. Ça veut dire que les chefs d'entreprise euh, sont assez pessimistes en ce moment et quand on regarde d'ailleurs les perspectives d'activité dans l'industrie, là encore basées sur un solde d'opinion, les chefs d'entreprise nous disent être assez méfiants et assez préoccupés par la situation actuelle. Quelques zooms, désormais, premier zoom, c'est l'industrie agroalimentaire. La difficulté qu'on avait vue sur 2023 s'est effectivement produite avec un une baisse record des volumes de production dans l'industrie sur l'année 2023, avec des fermetures de sites, principalement liées d'une part à la consommation domestique qui, compte tenu des contraintes sur le pouvoir d'achat, se réduit, et notamment la consommation alimentaire. Deuxième élément, c'est que la restauration est aussi en difficulté, et notamment la restauration traditionnelle en ce moment, et la restauration traditionnelle est un pourvoyeur de chiffre d'affaires côté industrie agroalimentaire. On s'attend à un petit rebond, mais rebond simplement qu'on appellerait technique, c'est-à-dire purement statistique. Bah oui, a fortiori, quand vous sortez d'une année extrêmement difficile, vous êtes à des niveaux de production qui sont assez faibles et donc a fortiori, ça se redresse un tout petit peu. Mais ça se redressera pas suffisamment, en tout cas pour retrouver des niveaux d'avant-crise Covid. Hein. On est sur des baisses qui sont suffisamment importantes pour que on soit encore 2025-2026 dans des effets de rattrapage. Côté métallurgie, on avait aussi vu pour 2023 cette forte baisse. On s'attendait plutôt, en revanche, pour 2024 à une nouvelle baisse d'activité, plutôt autour de -2%. Il n'en est rien. Euh, Augmentation du volume de production pour 2024, avec en plus un retour des investissements. Trendéo suit les investissements dans les secteurs et notamment dans la métallurgie. Il y a eu des investissements sur 2024 et qui vont porter aussi leurs fruits sur 2025. Donc léger mieux après 2 années que j'appellerais en forme de cauchemar, hein, finalement. Désolé pour ce terme, mais on a quasiment perdu sur 2022-2023 quasiment 15% des volumes de production dans la métallurgie, dans un secteur où en plus les difficultés étaient déjà latentes avec beaucoup de défaillances d'entreprises, hein, quasiment 5 à 6% de défaillances d'entreprises entre les années 2022 et 2023. Côté machines et équipements, euh, bah, cette, euh, cette baisse de la production pour 2024, on l'avait plutôt vu venir, mais à des niveaux moins importants. On avait plutôt un prévisionnel autour de -2% pour l'industrie des machines et équipements. L'année a été particulièrement difficile pour ce secteur-là. Là encore, une embellie très probable sur 2025, mais à confirmer compte tenu de ce que je vous ai dit et compte tenu notamment du cadrage macroéconomique que je vous ai dressé. Pour terminer, sachez que on travaille beaucoup sur les secteurs et notamment sur le risque sectoriel chez Xerfi. On a créé un indicateur composite qui permet de classer les niveaux de risque par secteur. Côté niveau de risque, donc les entreprises qui sont entre 0 et 20 sont les entreprises qui ont une probabilité de défaillance quasi nulle. Entre 80 et 100, les entreprises ont une probabilité de défaut qui se situe à un niveau très alarmant. Donc là, je vous ai présenté le top 10 des secteurs les plus risqués pour 2024. Je vous disais que le transport, en ce moment, se portait assez mal. Sans grande surprise, les deux premiers secteurs, messagerie, fret express et transport routier de fret de proximité, sont des entreprises, enfin, sont des secteurs qui sont en lien avec le transport. Après, vous allez trouver également du BTP, construction de bâtiments, euh,
autres travaux de construction spécialisés qui sont au-dessus des 80, et après des secteurs qui sont structurellement en difficulté, l'industrie de l'habillement, la fonderie, par exemple. Quelques secteurs qui, y compris d'ailleurs, qui ne sont pas risqués structurellement, mais qui subissent de fortes hausses de risques en ce moment. Les agences immobilières, pour la raison que je viens d'évoquer, c'est-à-dire le BTP en grande difficulté, avec des effets d'entraînement évidemment sur les agences. Beaucoup d'agences immobilières ferment en ce moment puisque on a atteint un pic très bas de vente immobilière, et donc on le sait, les agences immobilières fonctionnent sur des commissions. Et donc a fortiori, s'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de commission. Euh, D'autres secteurs qui historiquement se portent un peu mieux. Je pense notamment à la fabrication de boissons, je pense à la fabrication de savons ou de produits d'entretien. Euh, c'est, sont des secteurs qui sont un peu plus en difficulté en ce moment. Voilà. Virginie, je te passe désormais la parole. Bonjour à tous. Je voudrais prendre la main, mais je ne vois plus prendre le contrôle. Il doit y avoir une petite flèche partagée, Virginie. Sur partager à côté de quitter. On ne t'entend plus. Là, c'est bon? C'est tout bon. Merci. Hop. Alors, quelques mots sur notre région. Vous allez voir que par rapport à ce que vous a dit Jérémy, on est forcément à peu près dans les mêmes tendances. À l'écran, vous voyez le nombre d'heures travaillées dans la région. Ça, c'est un indicateur qui est assez intéressant, hein, qui existe depuis quelque temps et qui est fourni par l'INSEE, qui permet vraiment de mesurer l'activité des entreprises, puisqu'on voit assez rapidement, vous voyez, la dernière donnée date du mois d'août, le nombre d'heures qu'on compare par rapport au nombre d'heures l'année d'avant. Donc, vous voyez que depuis le mois d'août, on est passé dans le rouge, hein. On a une baisse du nombre d'heures travaillées de 0,5%, ce qui pourrait bien montrer quand même un début de mouvement de retournement aussi pour l'économie ligérienne. Sur les 8 premiers mois de l'année, on est encore sur une petite hausse de 0,5%, mais ça devient de plus en plus limité. On va un petit peu plus vite qu'en France, hein, puisque en France, ça progresse de 0,2%. En général, en Pays de la Loire, on se porte plutôt souvent mieux que la moyenne. Vous voyez qu'à l'échelle des secteurs d'activité, l'industrie, alors là, on était encore jusqu'au mois d'août, hein, restait stable. Le recul de la construction et puis les services qui, eux, continuent de progresser. Si on regarde rapidement un petit focus sur l'industrie en Pays de la Loire à partir de la note de conjoncture qui est réalisée tous les mois par la Banque de France, donc là, vous voyez que ce sont les résultats jusqu'au mois d'octobre. Dans l'agroalimentaire, on a une progression assez stable, hein, tout au long de l'année. On est autour d'une hausse de 5% en valeur, hein. Donc là, on est en valeur. Donc on prend en compte l'augmentation des prix, hein, ce qui est un peu différent des slides de Jérémy tout à l'heure. Vous voyez des bonnes perspectives pour la fin d'année, comme chaque année dans la région, hein, où les fêtes de fin d'année sont un vrai moteur pour les industriels de l'agroalimentaire. Dans les matériels de transport, là, on est plutôt sur une production en légère baisse, autour de 5%, mais cette évolution cache quand même de grandes disparités, hein. Dans l'automobile, on l'a dit déjà, hein, on a une demande qui est atone, on est en difficulté, alors que dans l'aéronautique ou dans la construction navale, il y a toujours une forte activité. Dans les autres matériels de transport, on a aussi dans la région des spécialistes du camping-car, hein, Rapido, Pilote, et ça, c'est un marché qui continue de se développer très, très fortement. Du côté des équipements électriques, électroniques et des machines, alors là aussi, on a des disparités dans les évolutions. En tout cas, chez nous, en Pays de la Loire, hein, on a une tendance à la hausse dans les équipements électriques et électroniques qui ont progressé cette année, notamment à l'export,
alors que dans les machines, là, on a des perspectives plus délicates, notamment dans les machines agricoles. Dans les produits en caoutchouc plastique, on a plutôt une production en baisse. On avait une tendance qui s'améliorait dans le plastique ces derniers mois. Bon, bah là, dans le caoutchouc, c'est vrai qu'avec l'annonce de la fermeture de l'usine Michelin, ça va entraîner quand même des difficultés de ce côté-là. La construction, bah, comme l'a dit Jérémy, on est en grosse difficulté. Chez nous aussi, il n'y a pas de, il y a pas de différence là-dessus. La construction de logements neufs est toujours déprimée dans les Pays de la Loire. On a une tendance à la baisse du côté des autorisations comme des mises en chantier. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais on avait eu l'impression au cours de l'été qu'il allait avoir un rebond. Mais non, parce que depuis 2 mois, on a à nouveau une chute des autorisations de logement. Sur un an, on est sur une baisse de 18,6%. À noter quand même que cette baisse des permis concerne essentiellement, pas essentiellement, mais beaucoup, les logements individuels purs, c'est-à-dire la maison qui est construite seule sur son terrain. Ce qui n'est pas étonnant non plus, puisque chez nous, vous le savez, dans certaines parties de la région, le prix du foncier est désormais inabordable. On a eu la montée des taux d'intérêt et du coup, bah, l'accession à la propriété d'une maison individuelle, ça se complique vraiment très sérieusement. Les autorisations de logement collectif, ce qu'on appelle les appartements, eux, ils baissent un peu moins fortement, mais ils baissent quand même de 15% sur un an. Donc, fort logiquement, ces difficultés entraînent des défaillances, on l'a vu tout à l'heure. Chez nous aussi, dans la construction, dans l'immobilier, vous avez en tête le promoteur réalité dans la région qui est en pleine restructuration. Du côté des créations d'entreprises, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a toujours un nombre annuel de créations qui est élevé. On a aussi une hausse, 2,1% cette année. À noter quand même qu'on est sur des augmentations beaucoup plus faibles. Il y a eu des années où on avait des augmentations à 2 chiffres. Vous voyez que sur les 2 derniers mois, on a une tendance à la baisse, quel que soit le statut, que ce soit des micro-entreprises ou des statuts de type société. Bon, bah, c'est plus ennuyeux pour les sociétés, puisque ce sont les entreprises qui génèrent le plus de chiffre d'affaires et qui emploient le plus de monde et qui donc sont le plus à même de générer de l'activité sur un territoire. Les micro-entreprises, en plus, vous voyez à l'écran, elles avaient quand même fortement progressé ces dernières années, alors que les sociétés, on était plutôt sur une baisse et après une stabilité. Donc là-dessus, on a aussi des évolutions. Et si on regarde les défaillances, vous voyez que la courbe, c'est la courbe des défaillances dans la région. Elle ressemble très, très nettement à celle de la courbe française. À fin septembre, dans la région, on est à 2600 défaillances cumulées sur les 12 derniers mois, ce qui fait une augmentation de 17,7% sur un an. Cette hausse quand même ralentit. Au mois de juillet, on était sur une tendance de plutôt 22%, mais enfin, c'est quand même une augmentation importante. Au niveau national, on est sur une progression un peu plus rapide. Et chez nous aussi, il y a les mêmes points d'inquiétude. Comme disait Jérémy, les défaillances qui touchent désormais des entreprises de taille de plus en plus importante. Ce sont aussi de plus en plus souvent des entreprises anciennes, de plus de 10 ans, des entreprises qui avaient investi, qui exportaient. Et puis les secteurs les plus touchés, c'est les mêmes qu'en France, le commerce de détail, l'immobilier, les transports, certaines filières industrielles comme l'automobile. Des défaillances qui s'expliquent chez nous aussi par un cumul de difficultés avec la hausse des matières premières, des prix des matières premières, les taux d'intérêt, le remboursement des PGE. Aujourd'hui, une conjoncture qui fait que les ménages consomment de moins en moins. L'investissement des entreprises recule aussi cette année en France. Et puis, les tensions internes, politiques, géopolitiques dans le monde qui ne favorisent pas l'envie d'investir et de se développer, en tout cas chez nous ou à l'étranger. Dès lors, l'emploi salarié, je pense qu'on peut dire qu'il commence à avoir atteint un plafond dans la région. On a quand même encore gagné 10 000 emplois cette année. Ça fait une petite progression de 0,6%.
Jusqu'à présent, le seul secteur qui perdait de l'emploi, c'était la construction. À noter aussi quand même l'emploi intérimaire qui est très important hein, chez nous dans la construction, dans l'industrie, qui est lui aussi en repli, hein, ce qui témoigne bien bah, du ralentissement de l'activité des entreprises sans que pour autant hein, il y ait de catastrophes dans notre région. D'ailleurs, vous le voyez sur le front du chômage, on n'a pas de grands changements. Les Pays de la Loire enregistrent toujours le plus faible taux de France, hein, on est à 5,8% de la population active. Vous voyez que quand on descend à une échelle fine dans la région, on a toujours des endroits où le taux de chômage sont inférieurs à 5%, parfois même 4%. Donc là, il y a toujours quand même des difficultés pour trouver de la main-d'œuvre. Donc des fortes différences aussi dans notre région hein, en fonction du bassin d'emploi sur lequel vous opérez. Pour finir quand même sur un petit temps positif, euh, je vous ai mis à l'écran la carte de la région avec tous les projets de développement qui ont été recensés par Trendéo, hein, qui est une base qui fait de la veille presse. Jérémy vous en a parlé tout à l'heure. Vous voyez qu'on a quand même encore de nombreux projets de développement. Vous voyez aussi, et ça c'est toujours important pour nous, qu'il y en a dans tous les territoires de la région et il y en a dans de nombreux secteurs d'activité, plutôt la logistique hein, par Virginie, rapport. on ne voit pas cette carte. Ah bon? Ah bah ça alors. Ah, je suis désolée. Bah, c'est hyper bizarre. Moi, j'ai mon écran. Moi, je la vois bien, hein, Christian. Ah, bon. Bah, de toute façon, je ne sais pas s'il est prévu d'envoyer le PowerPoint pour que tout le Si, monde si. puisse la voir. Bon, bah voilà. Bon, bah sachez que si vous ne la voyez pas, il y a des points un petit peu partout dans la région et dans de nombreux secteurs d'activité, hein. L'agroalimentaire, la cosmétique, la chimie aussi chez nous et les services informatiques. J'en ai fini. Merci à tous. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos analyses hein, du département analyse et prospective sur le site pays de la Loire-eco.fr. Bien, très bien. Ben, merci, merci pour ces présentations, pour vos interventions qui nous éclairent. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de messages optimistes qui ont été, qui resteront. J'ai retenu quand même quelques phrases, notamment chez toi, Jérémy, tu parlais d'embellie probable dans le secteur de la métallurgie, du machinisme des machines et équipements. Donc, je vais me raccrocher à quelques éléments tels que ceux-ci.